Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je vous avais dit que j'allais la faire dans la watchlist de janvier 2021. C'est la watchlist de 2020 parce que comme je vous ai dit, j'ai fait tout un tableau pendant 2020 et histoire qu'il serve à quelque chose, j'ai dit que j'allais en faire une vidéo. Je vous ai demandé votre avis, il y en a un qui m'a dit vas-y fais-le et moi je me suis dit il faut que je fasse parce qu'en plus c'est un format que j'aime bien. J'ai bien aimé la watchlist de janvier et je pense que je vais bien aimer la faire tout le long de l'année parce que ça me prend pas beaucoup de temps et en même temps ça me permet de vous conseiller des films à voir peut-être dans le mois, etc. Essayez de vous les recommander, essayez de vous dire où c'est qu'on peut les trouver, etc. Et essayez justement de dévoiler et de vous montrer un peu toute l'étendue de mes goûts cinématographiques, donc ça peut être vraiment cool. Là ce sera la seule vidéo qui va s'incruster dans un mois bien précis. Après ça va être une vidéo par mois tous les débuts de mois. Voilà, tout simplement. Donc comme d'hab, le petit carnet, je vous explique un petit peu, on commence par la partie sondage, après je vous recommande des films. Petit disclaimer, comme c'est un tableau de l'année dernière, il y a quelques options dans le tableau que j'ai pas mis. Par exemple, la différence avec Sens Critique, je l'ai pas mis. Et je me suis dit, si je le rajoute à la fin, ça va prendre 50 000 ans parce qu'il faut que j'ouvre la fiche de chaque film. Et comme l'année dernière, j'ai vu en tout 566 films, dont 288 films de 2020, ça aurait pris presque, je pense, une semaine, histoire de rentrer toutes les moyennes, de faire les calculs, etc. Donc j'ai pas mis ça. Également, je vais revenir très succinctement sur les meilleurs et pires films que j'ai vus l'année dernière, parce qu'il y a les vidéos top et flop qui existent. Donc je vous recommande d'aller les voir. Histoire de les connaître et d'avoir plus de détails sur pourquoi j'ai apprécié et pourquoi j'ai pas du tout apprécié. Qu'est-ce que j'ai pas mis aussi? Je sais plus. Je sais qu'il y a une autre case que j'ai pas mis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, on oublie. Bref, je vais essayer à ce que la vidéo dure moins longtemps que la watchlist de janvier, parce que c'est moins intéressant, moins actuel, et je pense que j'aurai moins de choses à dire. On va commencer par les statistiques. Donc comme je vous ai dit, 566 films vus et 288 films, dont 888 films de 2020, ce qui fait en tout, dans les statistiques du mois, ce qui fait dans les nationalités plus de 50% des films provenant des USA, donc 52,7% pour être précis. Pour expliquer un petit peu le surpassement de moyenne, c'est parce que j'ai fait le festival de Deauville, le festival international du cinéma américain de Deauville, et donc du coup la majorité des films qui y sont projetés, c'est des films américains, donc c'est logique. On n'oublie pas la bouteille de coca qui je pense va être le fil rouge de tous ces watchlists. J'ai vu également 27% de films français. Ça peut paraître peu, mais quand on y pense, avec tout ce qui a été réouverture des cinémas, machin, il n'y a eu que des films français, pratiquement, majoritairement des films français qui ont été reprojetés lors de la deuxième réouverture, enfin de la première réouverture, enfin bref, on s'est compris. Du coup, ce qui fait que j'en ai vu beaucoup. Normalement, j'en vois beaucoup plus dans l'année, déjà rien que là, pendant le mois de février, machin, j'en ai déjà vu beaucoup. Donc ouais, c'est assez dérangeant, mais en même temps, ça paraît assez logique quant aux programmations et aux films français qui étaient disponibles, que ce soit sur les plateformes, au cinéma, etc. J'ai vu 4,4% de films asiatiques, donc vous mettez dedans japonais, coréen, chinois, etc. Que j'ai rajouté pour faire un pourcentage complet, sinon c'est pas intéressant. Et après il y a le reste, donc vous avez le tableau qui est juste là, moi j'ai oublié de les noter parce que sinon ça m'aurait pris beaucoup trop de place, mais vous avez le tableau qui est là. À savoir que comme c'est sur tout le long de l'année, il y a beaucoup de trucs qui sont pas répertoriés dans le tableau parce que j'en ai vu par exemple un de Thaïlande, un de Pologne, un de Vietnam. Vous voyez, comme il n'y a que 1%, même pas, parce que c'est sur 566 films, comme il y a 0,03% de films polonais, machin, c'est pas répertorié dans le tableau parce qu'il n'y a pas la place. Au niveau du format, ce qui est très intéressant, c'est que le format qui domine le plus sur tous les films que j'ai vus, c'est le format qui a été le moins ouvert ou le moins accessible durant toute l'année, c'est-à-dire les cinémas. Donc ceux qui disent ouais il n'y avait rien au cinéma pendant toute l'année, machin, j'ai été 3 fois au cinéma alors que pourtant d'habitude j'y vais une cinquantaine de fois, mais là comme il n'y avait rien, machin, c'est des conneries. Parce que je suis, en comptant le festival de Deauville, à 22,5% de films vus au cinéma. J'en ai vu 17,7% au cinéma, comme ça pour loisir, et 4,8% au festival de Deauville. Même si vous retirez le festival de Deauville, le cinéma est quand même à 17,7%, et vous allez comprendre pourquoi après. J'en ai vu beaucoup, parce que j'ai découvert ou redécouvert beaucoup de films passés au cinéma, parce qu'ils ont fait beaucoup de projections comme ça, notamment dans ma région, et j'ai vu dans toute la France.
et bah, ce qui a permis d'aller beaucoup de fois au cinéma. Ensuite, après, ce qui domine, c'est évidemment tout ce qui est Netflix, à 19,6%, parce qu'évidemment, avec tous leurs films exclusifs, ou même la sélection MK2 qu'ils ont rajouté en fin d'année 2020, et bah, j'ai beaucoup regardé. Après, il y a 18,8% téléchargement, etc. Pareil, je vous ai déjà expliqué. 16,5% sur MyCanal, et après 12% sur le format physique, donc tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'était des petites stats, mais ce qui était très intéressant, c'est à quel point le cinéma domine cette année 2020, alors que le cinéma majoritairement était fermé. Au niveau des langues, c'est pas si étonnant que ça non plus. 47,3% en VF. J'aime beaucoup regarder les films en VF. Quand ils sont accessibles en VF, je regarde. Si les 10 premières minutes la VF est horrible, je change et je passe en VO. 31,3% en VO, donc dedans vous rentrez les films français que j'ai vus, et après c'est de la VO classique, hein, donc c'est sans sous-titres, sans rien, parce que les films souvent ne sont pas accessibles avec des sous-titres, ou les sous-titres sont mal traduits. On en reviendra par exemple ça sur la watchlist de février, parce que j'ai un film que je vais vous conseiller qui n'est pas dispo avec des sous-titres français adaptés. 20% de VO STFR et 1,4% de VFQ parce que ça rentre avec le DL. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est fini pour la partie sondage. Je sais qu'il manque beaucoup de sections de la watchlist de janvier, c'est juste que j'ai pas rentré les cases adéquates dans le tableau. Mais ça va être les sections de janvier vont être les mêmes pour toutes les sections de l'année. Au moins vous ne serez pas perdu et vous aurez un programme clair tout au fil de l'année. Si je continue les années prochaines, etc. Au moins ça sera un format carré avec un programme, un sommaire, et puis voilà. Maintenant on va rentrer dans toutes les sections conseils, recommandations ou décommandations, je sais pas comment on appelle, mais les films que je vous conseille pas. Déjà, on va être très rapide. Le pire film que j'ai vu de 2020, même si maintenant il n'est plus en 2020, mais il devait sortir en 2020, machin, c'est le premier de mon flop et ça n'a toujours pas changé. C'est Aline, voilà. Je vous explique tout dans la vidéo flop, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais sinon, si vous avez la flemme, machin, je vous recommande pas d'aller voir Aline au cinéma quand ça sortira. S'il sort, et s'il sort pas, sachez que je serai le plus heureux. Quelle horreur. Le ou les pires films découverts en 2020, j'en ai découvert deux qui étaient vraiment horribles. Le premier, c'est The Dinner. C'est avec Steve Carell et Paul Rudd. C'est réalisé par Jay Roach, celui qui va réaliser l'année dernière Scandale et un peu avant Dalton Trumbo, comme quoi il y a eu une évolution dans sa carrière, parce que The Dinner, faut savoir que c'est un remake de Le Dîner de Con, un film français, une comédie française, qui si vous n'avez pas vu, regardez-le, c'est à mourir de rire, c'est une de mes comédies françaises préférées et un de mes films préférés. J'ai appris qu'il y a eu un remake qui s'appelle The Dinner avec Steve Carell, Paul Rudd, Zach Galifianakis. Le film était dispo sur Netflix en 2020 et il me semble qu'il n'est plus disponible, et c'est une horreur absolue. C'est-à-dire que vous voyez, si vous avez vu Le Dîner de Con, vous allez penser huis clos. Le film The Dinner n'est pas du tout huis clos, il explique ce qui se passe avant la rencontre entre François Pignon et Thierry Lhermitte, parce que j'ai plus le nom de ce personnage. Il raconte ce qui se passe avant et ce qui se passe après leur rencontre, mais tout le film français qui se passe dans l'appartement de Thierry Lhermitte ne constitue que 10 minutes de ce film-là, parce qu'on va te montrer le dîner à la fin et on va te montrer ce qui se passe avant leur intercation dans l'appartement. Ce qui fait que tout le propos du film n'est plus intéressant, parce qu'on sait la finalité, on sait le début et ce qu'on ne voulait pas savoir de base dans le Dîner de Con originel. Tout ça écrit avec de l'humour potache américain qui ne rentre pas du tout aussi dans les codes de ce qu'était le Dîner de Con de Francis Weber. Du coup, ça forme un tout assez indigeste, très insupportable, et en plus ça dure 30 minutes de plus que le film original, tout en racontant beaucoup moins. Enfin, c'était long, c'était éprouvant, et je m'en souviens quand même encore un petit peu pour dire que c'était vraiment bien pourri. Et le deuxième film que j'ai découvert qui était tout aussi nul, mais sauf que là j'ai un petit peu cherché, c'est I Want to Die, que j'ai en DVD, que j'ai acheté en cash pour pas très cher, parce que c'était dans un truc genre 3 DVD achetés, 3 offerts, il faut que je complète. Du coup, ça m'avait intéressé, parce qu'il y avait la section Gérard May derrière, etc. Donc souvent, ça m'intéresse quand il y a la section Gérard May, surtout que je voulais me préparer au festival cette année, machin. C'est un survival amateur gore, qui n'a que pour simple envie de recopier tous les classiques du genre, passant de Saw à Massacre à la tronçonneuse. Tout ça avec beaucoup d'amateurisme et pas beaucoup d'inventivité. Certes, c'était nul à chier, mais par contre, ça m'a fait découvrir ce mec-là,
qu'il y aura une photo qui va apparaître de toute façon, qui est le sosie officiel de McFly, du duo McFly et Carlito. Ça m'a beaucoup fait rire, et c'est la seule chose que je peux vous conseiller pour voir ce film, parce que le reste, c'est vide. C'est juste faire du gore pour du gore, et en plus c'est mal filmé, c'est mal branlé, et c'est très laid. Voilà, je l'ai cherché, je garde le DVD par contre, parce que vraiment, le sosie de McFly, si je peux le ressortir dans quelques années, machin, à des amis, etc., pour bien rigoler, pourquoi pas. Mais je l'ai cherché, hein, je l'ai carrément cherché. On a fini de parler de mauvais films, parce que, oui, je vous ai pas dit, mais le tableau, vous pouvez le retrouver dans la description. Vous n'avez pas accès pour le modifier, mais vous avez accès pour regarder un peu tout ce que j'ai vu, parce que ça peut être intéressant, et ça peut être des bons conseils de films. Vous aurez accès au nom du film, mon format de visionnage et ma note, donc du coup si ça peut vous conseiller quelques films que j'ai vus l'année dernière, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, pourquoi pas. Bon, on va parler du meilleur film que j'ai vu en 2021, enfin on va pas parler parce que je vais vous envoyer vers les tops, ça n'a pas changé, c'est toujours La Dernière Vie de Simon, qui je n'ai pas revu depuis que j'ai fait les tops, mais que j'ai vu déjà 5-6 fois l'année dernière, qui a été pour moi un excellent film que je vous recommande, sans vraiment trop connaître de quoi ça parle, etc. Parce que je me souviens d'avoir été le voir sous les conseils d'un critique cinéma, je sais plus c'est qui, je suis désolé, qui n'en a pas beaucoup parlé, notamment de l'histoire, mais ça m'a quand même beaucoup hypé et beaucoup intéressé. Du coup, je suis allé le voir et j'en suis ressorti avec des étoiles plein les yeux. Donc, allez-y, c'est super et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo top pour en connaître un peu plus. Pour ce qu'il s'agit des meilleurs films découverts, il va y avoir une grosse liste parce que j'en ai découvert beaucoup cette année, beaucoup de films cultes et un petit film qui n'est pas très connu, donc je vais vous conseiller d'aller le voir. Je vais aller assez succinctement parce que c'est des films très populaires quand même. Mais bon, si vous les avez pas vus ou si vous n'étiez pas chaud pour les découvrir, n'hésitez pas. J'ai découvert La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, c'était vers la fin d'année. Je pensais l'avoir déjà vu, mais en fait, finalement, en force de regarder des vidéos sur internet, des analyses, etc., en fait, j'avais vu que quelques scènes et pas l'histoire entière. Donc du coup, je l'ai découvert, j'avais vu les scènes les plus cultes sur internet, hors contexte, etc. Mais sauf qu'en force de les voir, etc., je pensais que j'avais vu le film pendant des années et finalement pas du tout. Je trouve que le film est formidable, que ce soit dans son approche du film catastrophe, tout comme dans l'interprétation de Tom Cruise, tout comme dans la réelle de Steven Spielberg qui arrive à ne pas vieillir avec le temps et être toujours aussi sublime. La fin me dérange pas, même si je sais que ça peut déranger beaucoup de gens et que je trouve ça normal que ça dérange. Pour moi, le Deus Ex Machina de fin me dérange pas. Je trouve que 5 minutes de mauvais goût dans un film de 2 heures exceptionnel, sincèrement, je peux pardonner et ça me dérange pas. Et à la limite, éteignez le film avant les 5 dernières minutes et vous aurez une fin pessimiste et ça sera bien. Voilà, c'est un peu con qu'ils n'ont pas fait de fin alternative, histoire qu'on puisse se rassurer, mais au final, ça me dérange pas plus que ça. Ce film beaucoup trop sous-coté, hein. Le film se fait beaucoup trop défoncer pour rien. Redonnez-lui une chance si vous n'avez pas apprécié le premier visionnage il y a quelques années, redonnez-lui une chance, je pense que c'est un film qui peut valoir le coup d'un revisionnage. Et sinon je l'ai en Blu-ray, c'est juste que j'ai oublié de le prendre avant de tourner la vidéo, et comme j'ai un micro-cravate et tout ça, il faut que je redébranche tout, enfin bref, c'est compliqué, donc voilà, contentez-vous de l'affiche. En 2020, j'ai découvert ce film aussi, In Fabric, de Peter Strickland, qui était un film qui me hypé de ouf en 2019, qui a été projeté dans 10 salles en France et pendant quelques jours, je dirais 3-4 jours. C'est 10 salles indépendantes de merde où il y a presque personne qui y va, ça a été projeté. Au final, le film n'est jamais sorti en format physique en France, en VOD en France. C'est un film formidable qui maintenant, en baladant hier justement sur MyCanal, est dispo sur MyCanal OCS. Quand la vidéo sortira, précipitez-vous pour le voir et le découvrir. Comme je vous ai dit, ça va être votre meilleure façon de le voir en meilleure qualité en France, en tout cas parce qu'il n'est pas en VOD. Vous ne pouvez pas l'acheter directement en VOD, vous ne pouvez pas l'acheter en DVD Blu-ray avec des sous-titres français, etc. Vous êtes obligé de le prendre en import avec la VO exclusivement. Donc si vous comprenez anglais, après c'est pas de souci, mais sinon pour l'avoir c'est très compliqué. Et même en termes de téléchargement, les liens s'expirent au bout de 2 jours après avoir été uploadés. C'est assez horrible, c'est assez casse-tête. Donc précipitez-vous pour le voir si le film vous intéresse. J'ai pas envie de trop vous en raconter. C'est un film qui, en même temps, s'analyse beaucoup, tout comme il se vit de par son ambiance très particulière. C'est un film à 24.
Si vous aimez toutes les propositions d'A24, que ce soit de Ari Aster à Robert Eggers, tout en passant par Uncut James, voilà, ça risque de vous plaire. Ça reste dans le même style, ça reste dans la même ambiance et ça reste dans la même idée de révolutionner un genre ou rajouter des idées dans des films cultes. Voilà, ça reste dans cet esprit A24, tout en se créant une identité qui lui est propre et assez particulière et bizarre. Voilà, je ne sais pas si je vous ai donné envie, en tout cas, si je peux en pousser 2-3 à aller voir ce In Fabric et en parler, allez-y. Je trouve que c'est fantastique, c'est dispo sur OCS, et pour hyper les plus curieux d'entre vous, pour moi il y a la meilleure scène de masturbation de l'histoire du cinéma dedans. Voilà. Ceux qui ont vu le film comprendront. Ensuite, j'ai découvert également un film qui a été mis sur Netflix, je ne sais pas si encore, avec la collaboration du MK2, il me semble. C'est un film qui me tentait de voir depuis très longtemps et j'ai jamais passé le pas parce que je pensais que j'allais vraiment me faire chier et que l'histoire n'allait pas m'intéresser, et finalement j'ai trouvé le film fantastique. C'est Shame de Steve McQueen. Steve McQueen, c'est un réalisateur auquel j'ai un petit passé, c'est-à-dire que j'ai vu Les Veuves avec Liam Neeson, et c'est tout. C'est con parce que je retiens que Liam Neeson dans ce film, parce que j'ai les autres noms d'acteurs et d'actrices, je les connais hein, de visage, mais je retiens très peu les noms des acteurs dans les films, donc c'est très compliqué pour moi. Ce film-là, j'avais vu au cinéma, on m'avait vendu Steve McQueen comme un réalisateur de génie, etc. Et quand j'ai vu Les Veuves, j'ai fait, mais j'ai déjà vu ce film 56 fois. C'était bien, hein, mais j'ai déjà vu ce film 56 fois. Du coup, Shame, j'étais pas tenté, surtout que je me suis dit, ça va être très arty, très lent, très chiant. Et Shame, j'ai trouvé ça formidable. On se reconnaît en tant que garçon au personnage de Michael Fassbender, parce que je considère que ce soit dans ton adolescence, que ce soit dans ta jeune adulte, machin, il y a un moment où tu vas être comme lui. En tout cas, moi je l'ai vécu, ce qui subit psychologiquement quand j'avais 16 ans, quand j'ai commencé à découvrir un peu cette sexualité, etc. Je connais des amis qui sont encore dedans, etc. Enfin bref, c'est quelque chose que beaucoup de garçons, je pense, ont vécu à un moment de la vie. Ça peut être n'importe quoi, à la découverte, à l'adolescence, à l'âge adulte, ou encore maintenant quand ils ont 40 ans. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant pour s'identifier notamment au personnage de Fassbender, mais aussi pour peut-être apprendre à vivre avec cette idée et j'avais presque envie de dire cette maladie, d'apprendre à vivre avec, et aussi comme on s'identifie au personnage, de se voir un peu malade à ce point-là. Donc c'est un film que je trouve très intéressant, très touchant et très sincère, et pour moi c'est le meilleur film de Steve McQueen parce qu'il n'a pas réussi à faire mieux après. Là j'ai du mal à me lancer pour voir Hunger parce que ça n'a pas l'air bien. Voilà, je sais pas, j'ai très peur. Mais Shame, je vous le recommande, c'est encore sur Netflix, et en tout cas après il y a un Blu-ray en France, ça c'est un apport allemand, parce que je trouve que la couverture est plus belle, mais sinon il existe en Blu-ray en France, c'est distribué par MK2, donc voilà, n'hésitez pas, c'est un très bon film. Ensuite, je vais en venir très vite fait, j'ai découvert La Mouche cette année. Pareil, c'est le genre de film où j'avais vu plein d'extraits, je pensais l'avoir vu, et finalement non, je l'ai vraiment découvert cette année dans toute sa splendeur et dans tout son fond. J'ai aussi découvert son remake, le film original La Mouche Noire. J'en parle dans une vidéo spéciale que j'ai sortie quelques semaines après avoir découvert les films, une analyse et une comparaison entre les deux films. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description ou en fiche quelque part en haut, je sais pas. Et sinon, les deux derniers films que j'ai découverts, je les ai découverts au cinéma pendant que les salles ont réouvert. J'ai découvert Elephant Man de David Lynch en salle dans sa restauration 4K. Je n'avais jamais vu le film, j'en avais jamais entendu parler. Enfin si, j'avais déjà entendu parler du concept d'Elephant Man, mais je n'avais jamais entendu parler du film en question. C'est un film qui m'a bouleversé, c'est un film qui m'a fait pleurer pendant les 2 heures de film. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est un film formidable. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, donc je ne vais pas en parler plus longtemps. Mais en tout cas, c'est un film qu'il faut voir, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je ne sais pas s'il est disponible sur Netflix, il me semble, mais en tout cas il doit être disponible sur une plateforme streaming, que ce soit MyCanal ou Netflix, grâce à Ciné+. Voilà, découvrez-le. C'est absolument
formidable. Voilà, j'ai pas envie d'en parler beaucoup plus, je pense que c'est un film trop culte pour en dire quelque chose. Et pareil, le deuxième film que j'ai découvert au cinéma cette année, et que je vais bientôt acheter en Blu-ray, hein, ne vous inquiétez pas, parce que c'est un film dont je vais parler, je pense, cette année sur la chaîne, dans une vidéo à peu près similaire à La Mouche, à celle sur La Mouche, c'est pour ça, regardez là, ça peut être intéressant, pour voir ce que je vais en faire après. C'est Arizona Junior des frères Coen. Là, je vais pas en parler, parce que ça serait spoiler la vidéo qui va arriver normalement cette année, hein, je sais pas quand, il faut encore que je l'écrive, mais je sais que j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en faire une analyse, etc. Arizona Junior, avant de faire la vidéo, je vais vous dire c'est super, foncez-y, regardez-la, et on en reparlera un peu plus tard cette année, c'est très bien. Faites-moi confiance, c'est très bien. Maintenant, on va passer aux meilleurs films redécouverts. J'ai redécouvert plusieurs films cette année auxquels mon avis a changé, ou alors je les ai redécouverts dans de meilleures conditions. Enfin, on va en parler. Alors, j'ai revu au cinéma, pendant qu'ils ont réouvert à la deuxième partie de l'année, The Dark Knight de Christopher Nolan et The Dark Knight Rises. J'ai préféré redécouvrir The Dark Knight Rises, parce que ça a été une séance que j'ai beaucoup aimée, très divertissante et en même temps très rigolote, parce que j'ai été le voir avec divers amis, qu'elle on a beaucoup ri sur la VF de Bane. Je suis Bane, qui a été hilarante et en même temps est extraordinaire. Hein. Je dis pas que la VF est pourrie, c'est juste que l'acting du doubleur est fantastique. Pour moi, Dark Knight Rises, c'est le genre de film à voir exclusivement en VF, rien que pour ça. Enfin, quand tu regardes après les comparatifs VO avec Tom Hardy, moi je trouve que Tom Hardy est ridicule en Bane, et que là sa VF arrive à le sublimer, à le rendre menaçant tout en étant un peu ironiquement drôle. Donc voilà, The Dark Knight Rises, je l'ai redécouvert au cinéma avec le Dark Knight aussi. J'ai pas vu Begins par contre au cinéma, je le regrette pas. Je m'en fous un petit peu de Begins. C'était une très grande redécouverte et j'espère que vous aurez la chance de redécouvrir cette trilogie au cinéma, parce que c'est assez percutant et c'est beaucoup mieux que de le voir sur la télé avec des noirs profonds de merde où on voit plus rien. Oui, parce que The Dark Knight sur la télé, hormis avoir une télé HDR, 4K machin, quand vous êtes chez vous et que vous regardez avec vos parents, bah, toutes les scènes qui se passent dans le noir, vous voyez presque rien et c'est normal. Sinon, premier film que j'ai été revoir à la réouverture des cinémas, c'était La Cité de la Peur. La Cité de la Peur que j'ai, je pense, découvert au cinéma aussi. Je l'avais jamais vu, j'ai vu déjà quelques petites scènes de côté me faisait penser que j'avais déjà vu le film. En fait non, je l'avais pas forcément vu dans son intégralité. Revoir La Cité de la Peur après avoir subi un confinement de 2 mois, 3 mois, quel bonheur. Ça m'a redonné envie de vivre. Et ça a été assez stimulant et très efficace. Oui, La Cité de la Peur au cinéma, c'est survalidé. Allez voir La Cité de la Peur et regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, mais après c'est tellement culte que... Également au cinéma, j'ai pu aller découvrir Le Cinquième Élément, mon film préféré au cinéma après l'avoir poncé sur VHS, sur DVD, sur Blu-ray, sur tous les formats possibles en téléchargement, enfin bref, je l'ai poncé tout le long de ma vie, je l'avais jamais vu au cinéma. J'ai vu Le Cinquième Élément au cinéma, c'était très mémorable. Après, peu importe, hein, le film est super, voilà, c'est tout. Et sinon, j'ai redécouvert pendant le premier confinement aussi, je dirais, je sais plus, ça doit être le premier. J'ai redécouvert Vaiana et Zootopie, deux Disney récents que je n'avais pas aimé en salle. Je les ai redécouverts sur Disney+, TMTC. J'ai apprécié, voilà. Ça me fait de la peine de le dire parce que c'est vraiment des films qu'au départ je reniais. Je trouvais ça vraiment nul. Et je dois avouer que ouais, Zootopie et Vaiana, quand on grandit un petit peu et qu'on ouvre un petit peu plus son esprit, c'est kiffant quand même. Oh, c'est bien. En fait, Zootopie, j'aimais pas le duo. J'aimais pas le duo principal, je trouvais que c'était un peu nul et que toutes les références, que ça part de Breaking Bad ou la scène d'horreur ou machin, je trouvais que c'était vraiment forcé pour ancrer le film dans regarder. On essaye de faire du contenu mature. Quand j'avais vu au cinéma, je le pense toujours, mais c'était beaucoup plus divertissant que quand je l'avais vu la première fois. Peut-être moins saoulant, peut-être que le bourrage de crâne a moins fonctionné la deuxième fois, parce que la première fois, je suis vraiment sorti avec une tête comme ça en mode mais arrêtez. Et Vaiana, en fait, ce qui m'avait saoulé, c'est parce que je déteste les films Disney ou les films d'animation musicaux. Je trouve que quand il y a une musique, ça va, quand il y a deux, ça va, mais quand c'est un film où il y a vraiment toute une soundtrack derrière chantée, bah je vais aimer une musique sur toute la soundtrack et le reste, ça va me saouler. Vaiana, ça m'a fait ça la première fois parce que quand j'ai regardé la bande-annonce, je ne m'attendais pas à un film musical, donc j'ai été voir en mode ouais, ça va être un film d'aventure, ça va être super. En fait, je me tape déjà 30 minutes de musique tout début du film. Du coup, j'ai continué à voir le film avec cette idée de je vais me faire chier, il y aura que de la musique, ça va me casser les couilles.
Du coup, bah, j'étais pas dans de bonnes conditions pour regarder Vaiana. Finalement, là, en étant au courant qu'il y a les musiques machin, le film passe beaucoup mieux. Je dois avouer que là, il y a quand même la moitié des musiques qui me plaisent et que je chante de temps en temps. Après, j'ai toujours du mal avec ce genre de musique où la chanteuse, que ce soit VO ou VF, se sent obligée de gueuler pour montrer qu'elle a de la voix. Voilà, moi ça me manque un petit peu cette époque où t'avais pas besoin de gueuler au micro pour montrer qu'elle a de la voix et que tu pouvais faire une musique en chuchotant, tant qu'elle était bonne et qu'elle fonctionnait avec l'univers du film, bah, ça dérangeait personne. Là j'ai plus l'impression qu'en ce moment, depuis La Reine des Neiges en tout cas, quand il y a des musiques dans des films d'animation, on se sent toujours obligé de gueuler. Oh là, ça me pète les oreilles. C'est que ça qui me dérange. Donc en fait, vous prenez toutes les musiques de Vaiana où ça gueule, vous allez voir que j'aime bien l'autre moitié. Voilà, c'est 2 films Disney que si vous n'avez pas apprécié, je vous conseille de leur donner leur chance. Parce que c'est plutôt pas mal. C'est pas des grands films non plus, hein. Mais c'est plutôt pas mal, ça passe beaucoup mieux. Et pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, comme la dernière fois, on va finir par des conseils, donc des films qui rentrent dans aucune catégorie, mais que je vous conseille, hein, comme ça que je vous lâche. Tout d'abord, on va commencer par un film des frères Farrelly, ceux qui ont fait Green Book, c'est L'amour extra large avec Jack Black et Gwyneth Paltrow. On pourrait croire que c'est un film grossophobe, bof, etc. Mais c'est un film qui est grossophobe et bof dans sa première partie, et qui d'un seul coup va te retourner l'histoire et te faire une morale qui, quand t'es enfant, te reste en tête et t'empêche de devenir un sale con qui harcèle des personnes. Voilà. Mais, oui, c'est un film que j'ai découvert gamin, sur la route de Montpellier, donc j'avais fait 10 heures de voiture avec mes parents qui conduisaient et moi qui regardais la télé sur les écrans portables derrière la voiture, et j'avais loué L'amour extra large à la bibliothèque, parce que, je sais pas, il n'y avait rien qui me demandait de le regarder, mais bon, j'ai regardé, je me suis tapé des barres. Mais des barres à 8 ans, je dirais, derrière la voiture, j'étais mort de rire. Je l'ai revu récemment, pendant le premier confinement, je dirais, pour le faire découvrir à mon pote Jesse. Pareil, il était pareil dans cette optique de ça va être grossophobe, ça va être assez bof et ça va pas être politiquement correct. Finalement, ça l'est pas. Mais ça l'est dans sa dernière partie parce que ça arrive à détourner un peu le mauvais message pour en devenir un bon et en devenir quelque chose d'assez touchant. Voilà, L'amour extra large, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est une comédie qui me fait mourir de rire encore maintenant. Et à voir en VF, hein. Jack Black est doublé par Christophe Lemoine, qui est la voix de Cartman dans South Park. Bon là on passe du coq à l'âne parce que là c'est un film qu'il faut pas montrer aux enfants et qui n'est pas pour toute la famille, c'est Antiviral, le premier film de Brandon Cronenberg que ça faisait quelques années que je l'avais dans ma collection, dans ma DVD Tech et que je l'avais pas visionné parce que quand je vois Cronenberg sur une couverture d'un Blu-ray DVD, je m'empresse de l'acheter même si je n'ai pas vu le film parce que c'était un de mes réalisateurs préférés maintenant. Et du coup je me le suis pris, surtout que il me semble que je l'avais acheté pendant toute la période de Grave, où j'étais en recherche d'un peu de cinéma de genre, un peu caché. Et donc du coup j'ai découvert ce Antiviral là, c'est de l'année précédente, et qui est un excellent film, sur notamment toute l'importance qu'un fan peut donner à sa star, à sa célébrité, et notamment dans un monde un peu où on peut ressentir les mêmes douleurs que la célébrité machin, notamment en se partageant la maladie, l'herpès, etc. C'est un film qui, dans son esthétique très propre, est très sale. C'est dans l'esprit de ce que faisait le père, David Cronenberg. Donc là, le fils s'inspire beaucoup de son père, et il fait quelque chose de beaucoup plus intéressant que Possessor, qui est sorti et qui a été en compétition à Gérardmer. Là c'est beaucoup plus viral, je dirais, beaucoup plus dur, mais en même temps très, très beau visuellement. Le chef-op a fait un travail spectaculaire. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant, et je vous recommande de voir ce Antiviral plutôt que le Possessor qui est sorti. Possessor qui est très, très bancal, et qui se perd beaucoup dans d'autres sujets que son sujet principal, alors que celui-là reste de bout en bout sur le même film. Voilà, je vous recommande, si vous êtes fan de cinéma de genre, c'est un film à voir. Dernier film que je vous conseille, c'est un film que j'ai découvert en fin 2020, qui s'appelle Les Acteurs. C'est un film très spécial réalisé par Bertrand Blier, avec un casting 5 étoiles passant de Marielle à Belmondo et Dussolier et Villeray et Claude Rich et Pierre Arditi. Enfin bref, vous avez toutes les grosses têtes du cinéma français majoritairement.
Il y a même Depardieu qui fait des petits caméos, il y a Alain Delon, machin. C'est un film que j'ai regardé comme ça par curiosité, parce que l'extrait que In The Panda a montré dans sa vidéo top 100, machin, me tentait beaucoup, je trouvais que c'était très bien écrit, notamment dans l'extrait qu'il a montré. Et en fait, finalement, c'est très bien écrit dans tout le film. C'est du Bertrand Blier, donc c'est très spécial. Faut pas chercher vraiment tout à comprendre, mais plutôt à ressentir et à digérer les informations qu'on nous envoie. C'est plus ça qu'il faut faire en regardant les acteurs. Mais c'est un film qui, par ses petits sketchs, ces petites scènes qui sont tous reliés sans vraiment de sens, mais toutes ces petites scénettes, que ce soit la scénette d'introduction avec Marielle qui s'énerve au restaurant, ou celle où il y a Depardieu qui se prend un panneau, ou celle tout simplement absolument légendaire avec Alain Delon qui fait un monologue, celle-là est fantastique. Enfin bref, c'est un film qui brille par son écriture et pas par sa réal, parce que la réal est très classique, c'est très plan-plan, même si le découpage a été formidable, hein, mais c'est juste la réalisation en termes de machinerie qui est très classique. C'est un film qui brille par son écriture, par l'interprétation des acteurs, et c'est, si vous êtes fan, si vous vous intéressez un peu au métier d'acteur, bah, c'est un film à voir absolument. Et si vous aimez Bertrand Blier, je pense que vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez loupé, bah, n'hésitez pas à foncer, parce que c'est... fantastique, fabuleux. Ça a réussi à me tirer plusieurs larmes pour des histoires un peu différentes, et en même temps, il y a tellement d'absurde aussi qu'on en rigole à certains moments. Le personnage de José Balasco qui joue André Dussolier, je trouve ça fantastique aussi. Bref, j'ai pas réussi à faire plus court que la watchlist de janvier, c'était mon défi et j'ai pas réussi, voilà, je suis désolé. J'espère en tout cas que les films dont j'ai parlé vous donnent envie si vous les avez pas vus, ou alors vous êtes d'accord avec moi, ou vous ressentez la même chose et machin. Enfin, j'espère que je vous ai sustenté. J'adore ce mot. N'hésitez pas à aller voir les films que je vous conseille et à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi. J'adore discuter, donc n'hésitez pas, hein, même si c'est une question débile ou machin, il n'y a pas de questions connes, et j'aime bien discuter. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à voir les vidéos que je vous ai recommandées aussi pendant toute la vidéo. Ça peut vous intéresser aussi. Bref, sur ce, je vais monter tout ça. Je vais vous le publier et on se retrouve le mois prochain pour la watchlist de février qui risque d'être assez complète en surprise. Mes amitiés, mes amours, c'était Loane. Peace. Vous n'avez pas mis mon fauteuil là avec les deux autres? On savait pas que vous alliez venir. Qui c'est votre régisseur? C'est moi, monsieur. Faut toujours mettre un fauteuil, mon gars, pour un ami qui vient dire bonsoir. Fauteuil avec son nom. Ça lui fait plaisir. Il se sent considéré. Vous avez des fauteuils pour Bourville? Simone et Yves? De Funès? On a tous les fauteuils. Alors sortez-les tous. Qu'on se sente en famille.